L'histoire du Cameroun, en fait, c'est une histoire très particulière. Une histoire particulière parce que le Cameroun est l'un des pays les mieux situés dans le monde. Il faut voir la géopolitique, la situation géographique du Cameroun et les rapports que le Cameroun a avec d'autres pays. Et c'est de là que vous allez comprendre l'importance et la raison pour laquelle le Cameroun est aujourd'hui en proie à autant de problèmes. Et d'abord, avant que nous commencions, il faut comprendre que la politique que le Cameroun est en train de mener aujourd'hui est une politique qui est mortifère. Mortifère, ça veut dire que c'est une politique qui conduit le Cameroun vers une mort certaine. Pas le Cameroun, l'État, mais le Cameroun, la politique Cameroun, les rapports que les Camerounais ont avec les autres Camerounais. Et c'est tellement important de le rappeler parce que le Cameroun se situe aujourd'hui dans ce qu'on appelle un cul-de-sac. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sortie aujourd'hui pour le Cameroun. Pourquoi je fais cette allégorie? Parce qu'il faut comprendre que le Cameroun, c'est l'un des pays africains ou bien du monde bien placé dans le monde, tellement bien placé que les puissances internationales telles que les États-Unis, la France, l'Angleterre sont en train de vouloir se réapproprier l'autorité qu'ils avaient jadis sur le Cameroun. Et c'est pour ça que je voulais que nous fassions cette vidéo aujourd'hui. Alors je vais commencer simplement. Vous savez bien qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait par exemple des institutions, parce que la première institution c'est ce qu'on appelle la Société des Nations, la SDN, qui avait donc pour but de permettre qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de conflit entre les pays. Alors une fois que ces pays sont mis ensemble, les puissances mondiales ont décidé donc de mettre sur pied une façon de gérer les pays qui allait permettre que les pays comme le Cameroun, du Cameroun ou Lesotho en fait en Afrique puissent avoir la liberté de gérer leur souveraineté, de gérer leur état eux-mêmes. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous savez que les États-Unis avaient un rôle très important dans les pays, dans la guerre, et l'Allemagne aussi, il y a donc eu les alliés d'une part, et vous connaissez l'histoire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce que je veux que vous notiez ici, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'où part le problème du Cameroun. Parce que je vous rappelle que le Cameroun était toujours un pays qui était non aligné, il ne prenait pas position. Et vous savez que la Deuxième Guerre mondiale est finie en 1945. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et les pays qui avaient gagné la guerre ont décidé de mettre sur pied une assise qui allait permettre qu'on détermine les pays africains en fonction de ceux-là qui étaient mieux placés pour obtenir l'indépendance. Parce que les pays africains avaient bien aidé à abattre l'Allemagne, qui était un pays narcissique à l'époque. Donc il fallait donc primer les pays africains en fonction de leur intervention au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les États-Unis maintenant, avec l'ONU, vont donc s'asseoir et décider maintenant de donner à chaque pays une lettre. Ça veut dire qu'on aura les pays qui seront classifiés en Afrique en fonction de A, B et C. Les pays qui étaient classifiés sur le rang A étaient des pays qui allaient avoir la possibilité plus vite de devenir indépendants. Les pays B étaient des pays qu'on devait aider à obtenir leur indépendance. Et les pays C étaient des pays qui étaient encore un peu très en retard par rapport à une certaine possibilité de gérer eux-mêmes les pays. Et, un exemple patent en Afrique, c'est le cas du Lesotho. Je ne sais pas si vous connaissez le Lesotho. Le Lesotho apparaît donc comme un exemple patent pour la catégorie C. Alors une fois que ceci a été mis sur pied, vous vous rendez donc compte que les puissances internationales savaient déjà qu'il y avait des pays africains qui étaient classifiés en fonction de leur possibilité d'avoir l'indépendance. Parmi les catégories B, le Cameroun apparaît donc dans la catégorie B. Je vais vous dire donc pourquoi. Parce que le Cameroun avait défendu son indépendance. Le Cameroun avait envoyé des soldats défendre la France, l'Allemagne lors des différentes guerres mondiales. Ça avait donc bien entendu conduit à ce que vous... À ce niveau, il y a donc des Camerounais qui parlaient anglais, qui s'étaient donc introduits, qui s'étaient donc, intégrés dans la société nigériane, qui avaient des parents nigérians, qui avaient des amis nigérians, qui avaient des enfants nigérians, qui ne pouvaient donc plus quitter le territoire nigérian. Il y a donc des politiciens à l'époque, des intellectuels aussi, comme celui dont je vous ai parlé, Ndélé, qui va donc engager une procédure politique pour demander à ce que les Camerounais proposer que les Camerounais du Nigeria restent au Nigeria parce qu'ils trouvaient que le Nigeria était plus avancé en politique que le Cameroun. Et d'ailleurs, ils avaient déjà la possibilité de permettre qu'on vote des lois au Nigeria à l'époque, dont des personnes comme Ndélé avaient soutenu le projet Marfesson. Et il y a eu 2 constitutions de ce genre-là au Nigeria à l'époque. Ça fait que des parties comme Kaduna, pour ceux qui connaissent le Nigeria, étaient des régions qui étaient beaucoup habitées par des Camerounais. Ça fait donc que beaucoup de Camerounais qui vivaient là-bas ont donc d'une part voulu aller au Cameroun, d'autre part rester au Nigeria. Il y a donc eu une élection. L'élection a donc vu gagner des personnes comme
Foncha. Alors, Foncha maintenant devient important parce que lorsqu'il gagne l'élection, donc, il décide donc maintenant de rester au Cameroun. C'est ce qu'on appelle à l'époque le Southern Cameroun. C'est donc la partie que vous appelez aujourd'hui le Nozo. Alors, le Nozo, donc maintenant, avec des personnes comme l'autre, comme Serge, mais sinon je ne vais pas parler de ça. Tu sais que je ne suis pas dans la politique des vues. Donc partant de là, vous comprenez que des personnes comme je parlais de qui, de Foncha, décident d'organiser un système politique au Cameroun de façon que les Camerounais qui étaient, bon, ils n'étaient pas Camerounais à l'époque, donc ceux-là du Southern Cameroun reviennent au Cameroun et qui mettent donc maintenant en fait sur pied une politique qui va permettre de créer un État. Et pour créer un État, vous savez qu'il faut des partis politiques. Alors ils vont créer un parti politique, ils vont mettre sur pied un parti politique, ils vont mettre les institutions politiques, puisque ça va donc permettre avec le temps donc, à la partie francophone du Cameroun, qui était soutenue à l'époque par la France et qui avait pour structure qui permettait l'échange entre la partie francophone du Cameroun et le gouvernement français avec les hauts commissaires que vous connaissez à l'époque, vous connaissez avec les Mesmer, tout. Donc, on appelle cette institution la GECAFRA, la Jeunesse camerounaise française. Et son but était de permettre une certaine transition entre les politiciens qui étaient dans la classe des jeunes et les instances supérieures qui étaient au niveau des gouverneurs, des hauts commissaires de la France au Cameroun. Alors, c'était donc des personnes qui permettaient, c'était comme la pépinière en quelque sorte des politiciens. C'était en quelque sorte la pépinière des politiciens du Cameroun, en quelque sorte ce que vous avez aujourd'hui, que vous appelez l'ENAM. C'était à l'époque fortement influencé par ce qu'on appelle la GECAFRA. Donc, il y avait des institutions de ce genre. Et rappelez-vous encore que je vous ai dit qu'au début de cette affaire, l'ONU avait siégé et avait donné une catégorie à chaque pays. Donc, le Cameroun faisait partie de ce qu'on appelle la catégorie B. La catégorie B, c'était la catégorie des pays qui étaient très aptes à s'auto-gérer, donc à obtenir l'indépendance. Là, on est encore avant 1960. Alors, puisque 1960 arrive, les pays, la majorité des pays vont donc réfléchir et dire, mais puisque le Cameroun est dans une catégorie B, ça veut dire que le Cameroun est à même donc de recueillir son indépendance. Et les partis maintenant, donc, comme l'UPC, vont naître et vont commencer à marteler ça partout. Nous voulons notre indépendance, nous voulons être libres, nous avons les conditions requises pour être non libres. Et c'est pour ça que donc, les représentants de l'UPC de l'époque vont donc partir à l'ONU, tenir un discours pour rappeler à l'opinion internationale que nous voulons obtenir notre indépendance parce que en fait nous méritons notre indépendance et en fonction des critères internationaux nous répondons à toutes les normes qu'il faut pour devenir indépendant. Alors cette guerre-là, donc bien entendu, va énerver la partie francophone parce que la partie francophone du Cameroun n'avait pas encore établi une échelle de valeur permettant de savoir que dans chaque région du Cameroun, permettant de savoir un état de lieu du Cameroun en ce qui concerne les richesses. Je vous rappelle qu'à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le Nozo n'était pas encore reconnu comme étant partie regorgeant le pétrole, les richesses qu'elle a. Donc la partie francophone était encore en train de faire des levées, des recherches pour savoir qu'est-ce que le Cameroun regorgeait comme ressources. Il était donc important pour la partie francophone de vite stopper cette volonté d'indépendantisation là qui allait bloquer leur possibilité de prendre les matières premières du Cameroun. Très vite donc maintenant, il se passe donc quelque chose de très intéressant, c'est que l'Angleterre, je vous ai rappelé, l'Angleterre ne voulait pas prendre une grande partie du Cameroun. C'est pour ça que l'Angleterre ne s'est pas engagée dans une guerre de possession au Cameroun avec la France. Vous comprenez que quand l'Angleterre avait déjà le Nigeria, et vous savez qu'à l'époque de ce qu'on appelle le Cameroun avec K, à l'époque que l'Allemagne était au Cameroun, le Cameroun a été gonflé par l'Allemagne parce que les frontières ont été agrandies. C'est donc dans cette volonté-là que l'Angleterre voulait encore redéfinir les frontières un peu à l'époque, comme à l'époque de l'Allemagne. Il fallait agrandir les parties du Nigeria plutôt. Donc les parties qui avaient été prises du Nigeria devaient être agrandies et appartenir maintenant au Nigeria. Et d'ailleurs, il y a donc beaucoup de personnes de cette partie-là qui vont donc faire partie des anglophones, des nordistes. Une famille qui appartenait aussi à Amadou Ahidjo, qui va d'ailleurs déplorer le fait que les nordistes ont été pris du côté du Nigeria. C'est pour ça que l'élection avant, quand le Macpherson Constitution a été voté, ça a fait mal à Ahidjo parce qu'il avait perdu une grande partie des nordistes. Et je rappelle que le Nigeria est aussi très musulman. Donc Ahidjo a décrété le jour-là même férié parce que ça lui a fait mal. Il estimait que beaucoup de Camerounais ont perdu leurs frères. Alors, pour revenir dans ce qui s'est passé, vous comprenez, c'était pour vous expliquer pourquoi est-ce que l'Angleterre ne s'est pas engagée dans un conflit, pourquoi est-ce que le Nozo n'est pas aussi grand que
que la partie francophone du Cameroun. Donc ce n'est pas un problème. C'est pas parce que la France a été plus forte que l'Angleterre, c'est parce que l'Angleterre voulait faire de la partie du Nozo une partie du Nigeria. Alors ceci dit, la France donc avait déjà à son actif ce qu'on appelle l'AEF et l'AOF. Alors plus bas maintenant, il y a donc le Macpherson Constitution dont je vous ai parlé, qui va lui aussi, cette constitution qui va elle aussi maintenant entraîner un référendum. Le référendum donc aura lieu en 1961. Pourquoi on arrive au référendum de 1961? Parce que en 1961, il va donc falloir que les pays qui étaient de la catégorie B décident maintenant de prendre leur autonomie. Et pour prendre leur autonomie, c'était donc à l'unanimité parce que la communauté internationale avait décidé de leur octroyer donc la liberté de devenir indépendant. Alors, vous voyez donc que dans toute cette évolution que nous avons donnée, il y avait l'ONU qui avait reconnu à travers le Macpherson Constitution que la partie Southern Cameroun, qui n'était pas le Cameroun et qui n'était pas le Nigeria, était une partie autonome. Elle était autonome pourquoi? Parce qu'elle était capable d'avoir, elle avait les institutions, c'est-à-dire les partis politiques, un groupe de personnes qui assuraient la sécurité et tout. Je vous rappelle que des personnes comme Mouna, le père Salomon Mouna y était. Je vous rappelle que des personnes comme Ndele, des personnes comme Foncha y étaient. Il y avait d'autres personnes qui vont venir plus tard. Alors, ces personnes donc avaient constitué un groupe qui était clair et qui définissait cette partie-là comme étant un État susceptible aussi de défendre son indépendance. Et parce qu'ils avaient commencé des processus politiques au Nigeria, ils étaient donc mieux placés que le Cameroun francophone, qui était toujours observateur et non actif. Comme eux, ils étaient dans le Nigeria avec les Anglais, parce que il faut comprendre qu'au niveau du processus de décolonisation, d'indépendantisation, les pays qui étaient francophones ont eu moins de possibilités d'avoir la main mise sur leur politique, sur leurs affaires, que les pays qui étaient colonisés par les pays anglophones. Bon, il n'y a qu'à voir les cas de l'Angleterre, des pays comme le Nigeria et tous les pays qui parlent anglais dans l'Afrique. Alors, partant de là, vous voyez donc que la partie dont je vous parle, qui est aujourd'hui le Nozo, avait eu l'étiquette lorsqu'on a déterminé à quelle catégorie chaque pays africain appartenait, a eu dans l'étiquette B, comme le Cameroun. Et je vous rappelle que les pays B, les pays qui étaient totalement souverains, qui ne demandaient plus une quelconque souveraineté. Le cas par exemple du Libéria, il y avait des pays de la catégorie B qui avaient encore besoin d'un quelconque soutien. Et le Cameroun faisait partie de cette catégorie-là. Maintenant, le Southern Cameroun, qui n'était ni le Cameroun, ni le Nigeria, était aussi de la catégorie B. Ça veut dire que le Southern Cameroun méritait aussi, comme le Cameroun, d'avoir son indépendance. Alors la France va donc se rendre compte que non, c'est pas normal. Il faut vite tenter de stopper ça parce que si on leur laisse leur indépendance, on aura à côté directement la possibilité d'avoir des conflits avec les intérêts anglais. Puisque le Nigeria devenait plus grand, ça veut dire que le Southern Cameroun, qui devenait une partie du Nigeria, devait totalement nuire avec les intérêts parce qu'elle devait directement travailler avec la communauté anglophone, pas avec la communauté francophone. Et vous savez que les débouchés du Nozo sont des débouchés sur la mer aussi qui permettent un quelconque échange avec les autres pays et qui à le port a par exemple beaucoup de pouvoir dans la géopolitique. Donc il fallait tenter d'handicaper ça. La France va donc engager une forme de lobbying, une forme de combat sous-marin avec les personnes de l'ONU pour que voilà, on oblige donc le Nozo aujourd'hui, le Nozo connu aujourd'hui comme ça, comme tel, de choisir entre se joindre au Nigeria ou de se joindre à la partie francophone. Vous imaginez donc qu'un truc comme ça ne se décide pas d'une façon aléatoire. Il a donc fallu organiser des tractations, il a fallu organiser des campagnes de sensibilisation, de renseignement pour que les gars du Nozo de l'époque commencent donc à s'intéresser soit au Nigeria, soit au Cameroun. C'est donc dans ce contexte-là que les personnes comme John Foncha vont commencer à entrer en jeu. Il y aura donc une campagne forte entre une campagne forte entre d'une part Foncha et Ndele, qui étaient radicalement opposés à la réunion avec le Cameroun francophone. En fin de compte, donc, il y aura beaucoup de soutien que John Foncha va recevoir du gouvernement camerounais de l'époque, qui était très lié à la France. Et c'est dans ce lien-là qui va permettre que John Foncha débarque donc maintenant en 1961 avec ce qu'on a appelé le référendum qui a permis au Cameroun donc de devenir un État. À l'époque, c'était l'unification du Cameroun. La réunification du Cameroun, je voulais dire. Donc il y a eu dans la réunification qui a fait donc que deux pays se réunissent.
Et partant de là, il y avait donc des clauses. Des clauses, c'était quoi? C'était que la partie donc, dont je vous ai parlé depuis le départ, qu'on appelle aujourd'hui le NOZO, à l'époque Southern Cameroun, devait garder ses institutions, devait garder ses relations avec l'Angleterre, devait garder ses rapports avec leur frère qui était au Nigeria. Mais avec le temps, avec le temps, il y a des partis politiques comme l'UPC qui naissent. Et l'UPC qui était déjà là, mais les gens de l'UPC étaient tellement traqués. Et John Boufoncha était en corrélation, certains parfois, avec les gars de l'UPC. Et de l'autre côté, donc, on avait des gens donc, comme Mouna, qui avaient pactisé avec John Boufoncha, à condition qu'il devienne une personnalité politique de cette partie-là. Comme c'était un État fédéré en quelque sorte, il fallait donc que des personnes politiques représentent dans la localité. Et Mouna, donc de l'époque, je parle de Salomon Mouna, le père du partenaire actuel de Maurice Kamto, il devait donc avoir sa part du gâteau dans la chose politique de la région à l'époque. Ce qui se passe alors, c'est que quand Foncha va donc, lors du référendum, permettre que cette partie intègre la partie francophone du Cameroun, il y aura donc qu'il va se passer que le poste de Foncha va devenir vacant. Et puisqu'il était vacant et que tous étaient du même parti politique, il fallait donc organiser des élections internes. Il y avait donc quelqu'un à l'époque dans ce parti politique qui s'appelait Gonchwa. Gonchwa va donc organiser ça 72, ça c'est l'unification du Cameroun. Je ne suis pas encore à cette époque-là. Alors avant, je suis en train de parler avant 72. Il y a donc un monsieur dans ce parti politique qu'on appelle Gonchwa. Gonchwa donc qui va donc gagner les élections internes du parti politique auquel appartenait Foncha, qui avait permis qu'il y ait eu un référendum. Alors, Gonchwa va gagner les élections politiques et Mouna va se sentir trahi. Mouna va dire non, ça ne marche pas comme ça. Pour devenir Premier ministre, je t'ai fait allégeance et ce n'est pas normal donc que tu permettes que quelqu'un d'autre qui n'est même pas de notre région, parce que je rappelle que les deux étaient de la même région, viennent gagner, du même village, gagne les élections. Ce n'est pas normal parce que moi j'ai été fait allégeance, c'est une trahison en quelque sorte, il est estimé. Maintenant, donc, en réponse à cela, donc, il va essayer donc, maintenant de partir se rapprocher de Ahidjo. Se rapprochant donc de Ahidjo, il va comprendre que Ahidjo va donc dire ah, ça va mettre la puce à l'oreille à Ahidjo. Ahidjo va dire ça, c'est peut-être pour moi la possibilité donc maintenant, en quelque sorte, d'implanter dans ma graine au sein de cette communauté-là. Alors Ahidjo avait ses conseillers, maintenant les Français vont commencer à dire ah, ça devient intéressant. On peut donc utiliser ça pour commencer à agrandir la partie francophone du Cameroun et agrandir aussi les intérêts français. Alors, vous comprenez donc que maintenant, Gonchwa va être destitué parce qu'à l'époque, il y avait quelques failles dans le système politique camerounais qui donnait par exemple la possibilité au président de décider par exemple ce genre de choses. Ahidjo va donc décider de mettre plutôt Mouna à la place de Gonchwa, ce qui va bien entendu fâcher des personnes. Et voilà, la conséquence, le résultat des cours sera que Mouna sera là. Maintenant, plus tard, donc, après que Mouna soit rallié à Paul Biya, à Ahidjo, il y aura donc l'arrivée de Paul Biya en 82. L'arrivée de Paul Biya en 82, qui passe bien entendu par ce qui a été décidé en 72, va décider parce que le Cameroun était un État uni. Le mot uni ici, j'espère qu'il faut garder le mot uni en exergue. Quand Paul Biya arrive dans 82 au pouvoir, il y a une espérance de changement. Beaucoup de personnes espèrent le changement parce que les mouvements sécessionnistes étaient déjà en marche au sein de ce groupuscule de personnes. Le groupuscule, pas parce qu'ils sont petits, mais ils étaient minoritaires en fonction du territoire camerounais. Alors, ils avancent lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que Paul Biya prenne le pouvoir. Quand Paul Biya prend le pouvoir, 2 années plus tard, c'est-à-dire en 84, il y a bien entendu ce que vous avez connu, la tentative de putsch, mais aussi il y a quelque chose de plus important, c'est que Paul Biya va renommer le Cameroun. Il va renommer le Cameroun, il va donner au Cameroun le nom de République du Cameroun en omettant, en excluant ou bien en ne tenant pas compte du mot uni. Et vous êtes d'accord avec moi que République du Cameroun c'est différent de République unie du Cameroun. République unie du Cameroun. Donc ça veut dire, pour enlever République unie, le mot uni et ça va devenir République. En disant donc République du Cameroun, il y a des personnes donc comme un avocat qui s'appelait Fondjinda, oui, je ne sais pas comment on prononce bien ça, qui vont totalement se fâcher et vont dire c'est pas normal parce que d'omettre le mot uni implique que le président Paul Biya exclut la possibilité que, ou exclut ou bien veut ombrager le fait que le Cameroun n'est pas un État, c'est une réunion de 2 États en fait. Et ça c'était important parce que ça permettait donc, salut à toi mon frère Wandé, donc ça faisait que la partie dont je vous ai parlé, qui est aujourd'hui reconnue comme le NOZO, ne pouvait donc plus un jour dans l'histoire
de revendiquer les conditions, les conditionnalités qui avaient permis, donc, oui, bien sûr, sans leur accord, les conditionnalités qui étaient celles depuis 61, qui disaient que cette partie doit garder l'autonomie sur leurs institutions, la liberté de choisir leurs partenaires économiques et en fonction de leurs échanges, en fonction de leur politique qu'ils voulaient. Alors ça omettait tout cela. Le Cameroun francophone devenait donc le maître, le souverain de la gestion politique de tout. Alors il y avait donc un sérieux problème. Maintenant, des personnes, donc, comme je vous ai dit, s'appelait Fondinda, qui va donc se rebeller, il va être totalement en colère. Et bien entendu, il n'était pas le seul. Les gars vont donc commencer à se rallier à lui. Et c'est ce monsieur qui va prononcer pour la première fois le mot Ambazonie. Donc, il faut retenir ce nom quand vous parlez d'Ambazonie, Fondinda. C'était un avocat. Et c'est lui donc qui se met donc à se rebeller, il dit que non, le Cameroun ne peut pas nous imposer un nom qui ne reflète pas l'histoire des deux pays. Alors, voilà donc ce qui se passe. Le monsieur Fondinda va donc se rebeller. Et en 1984, donc c'était en 1984, il faut retenir cette date-là. Alors, il y a donc une bataille qui va commencer, bien entendu, entre ces groupes de personnes qui vont donc se revendiquer, être des personnes qui veulent donner une certaine autonomie au niveau de la partie qu'on appelle l'Ambazonie. Même si c'est un État unitaire, il faut qu'on appelle les régions là Ambazonie. Alors, ces groupes de personnes existent donc depuis 1984. Donc, pour ceux qui viennent vous dire que le conflit a commencé en 2014 ou 2016, c'est n'importe quoi, ça a commencé depuis 1984. Alors, vous voyez donc, voilà, ça avance. Il y a donc en 1986, donc maintenant, des messieurs comme Mouna, dont je vous ai parlé à l'époque, qui va devenir, qui était le vice, Foncha, John Gu Foncha, avec les faveurs qu'il avait accordées à la partie francophone du pays, va être donc félicité et il va devenir en quelque sorte le vice-président du RDPC. Il va devenir le vice-président du RDPC. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le monsieur John Gu Foncha va commencer à regarder la façon, il va commencer à analyser la façon dont le gouvernement francophone gère la partie dont il était responsable, et il va se sentir trahi, il va se sentir trahi dans le fond de son âme, et ça va tellement l'énerver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va démissionner du RDPC, et sa démission du RDPC va être en quelque sorte la confirmation pour les personnes qui n'étaient pas encore engagées dans le combat. Ça fait le conflit date depuis, bien sûr le conflit date depuis des années. Alors John Gu Foncha, sa démission donc va maintenant encourager d'autres personnes qui combattaient dans l'ombre. Ça fait que le mouvement commence donc à s'agrandir. La volonté de vouloir réintégrer une idée nationale et identitaire, donc ça veut dire l'identité nationale de ces personnes qui se revendiquent de l'Ambazonie va commencer à devenir forte. Alors, on est en 90 et je vous rappelle qu'en 90, donc, il n'y a pas seulement ça qui est en jeu, il y a aussi qu'en 90, il y a un parti politique qu'on appelle le SDF, qui est un parti très fort dans la partie qu'on appelle le grassfield au Cameroun. Et il faut noter que si le grassfield est reconnu et qu'il est si puissant, c'est parce qu'il est un parti qui était représenté massivement par les personnes qui avaient la finance au Cameroun. Et vous êtes sans réfléchir, on sait tous que la partie qui a la finance au Cameroun, c'est ce qu'on appelle le grassfield, ce qu'on appelle les Bamiéké ou bien les grassfields en général, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Nozo, qui vont commencer à rendre ce parti politique très fort. Et voilà, avec le SDF, la mentalité donc commence à vouloir non pas seulement gagner le pouvoir au Cameroun, mais de vouloir montrer la force de cette partie-là. C'est pour ça qu'il y a des discours populistes qui commencent à naître. Il y a des discours, salut à toi, il y a des discours populistes qui commencent à naître, il y a des discours parfois un peu sécessionnistes qui commencent à naître. Et il y a des personnes donc, comme Chief Moukete qui aussi tournent leur veste et utilisent donc ce discours populiste-là pour rejoindre le parti en place et se positionner dans la mangeoire. Même si vous vous rappelez que quelques jours, il a aussi décidé de tourner de se retourner comme John Gu Foncha et de dire son mécontentement vis-à-vis du gouvernement dictatorial de Bolivia. Alors, vous voyez donc que dans ce contexte-là, il y a donc sur le plan politique une quelconque évolution. Vous voyez qu'il y a une évolution du SDF au MRC. Donc, quand vous voyez l'évolution de ces choses-là, vous comprenez donc qu'il y a un sérieux. Cette évolution politique dont je vous ai parlé, qui passe entre le SDF jusqu'au MRC, amène donc à comprendre que le MRC aujourd'hui a pris la place du SDF, parce qu'il faut voir le contexte politique du SDF et le contexte politique du MRC.
Ça veut dire que le SDF qui était représentatif de la région du Grassfield a donc eu des personnes qui, à tour de rôle, ont donné leur veste du côté du gouvernement en place au détriment de la partie qu'ils défendaient. Et la naissance donc, du MRC donc, a donc donné à ces personnes-là qui étaient toujours trahies jusqu'à aujourd'hui la possibilité donc, de se revendiquer et d'assumer clairement leur positionnement vis-à-vis du Cameroun. Donc vous voyez donc en définitive, au final de cette vidéo que je voulais vous faire comprendre que, au final de cette vidéo, je voulais vous faire comprendre que le conflit du Nozo est un conflit qui a commencé depuis des années. On est là depuis 1984 déjà que des personnes avaient commencé à se rebeller et ont utilisé le mot Ambazonie pour représenter en quelque sorte l'idéologie et l'appartenance qu'ils avaient vis-à-vis de leur territorialité. Il y a des éléments factuels comme le cinquantenaire par exemple qui a eu lieu en 2010. En 2010 par exemple, il y a eu ce qu'on appelle au Cameroun et dans une grande partie d'Afrique ce qu'on appelle le cinquantenaire. Le cinquantenaire des indépendances qui démontrait que les pays africains depuis 50 ans avaient déjà obtenu l'indépendance. Mais le plus important dans ce cas, ce n'est pas de voir l'événement en soi, mais c'est de voir la visualité, l'effet que cela a eu sur la communauté internationale. Je vous rappelle que dans ce cadre-là, et vous pouvez d'ailleurs aller sur YouTube, quand vous allez regarder les cartes de vœux qui ont été remis par la communauté internationale, l'ONU particulièrement, vous allez voir que l'ONU n'a pas remis une seule carte de vœux au Cameroun, mais a remis deux. L'ONU a remis une carte qui était celle de la République du Cameroun et une qui était celle de l'Ambazonie. Je vous renvoie encore vraiment sur YouTube, allez la voir, vous serez surpris de voir cela. Ça veut dire que l'ONU en son sein reconnaît que le Cameroun n'est pas un État seulement qui appartient aux francophones, mais c'est un État qui est une collaboration politique entre la partie anglophone et la partie francophone du Cameroun. C'est pour ça qu'il a eu l'ONU a désigné d'une façon très claire que l'Ambazonie était une partie qui avait son histoire à elle, l'histoire, parce que l'Ambazonie, il faut rappeler qu'elle a eu son indépendance en 61. Même si après on l'a directement juxtaposée au Cameroun, elle était quand même indépendante entre la partie Nigeria, entre le Nigeria et le Cameroun. C'est pour ça que son histoire est différente de celle du Cameroun. Alors il faut primer les histoires d'une façon différente. Donc je crois qu'à la fin de cette vidéo, ce que vous devez comprendre, c'est que les Ambazoniens, qu'on les appelle Camerounais ou pas, ne sont pas des personnes qui ont les mêmes histoires que nous. Et c'est pour ça que le gouvernement camerounais doit avoir une politique qui valorise la culture de l'Ambazonie, de nos frères qui parlent anglais, même dans les communautés francophones. Mais puisque la partie francophone a compris qu'il y avait à un moment donné de l'or, il y avait des richesses énormes, immenses dans ces régions-là, il était donc important donc de faire tuer leur histoire exactement comme les francophones ont tué l'histoire du Cameroun en général, pour donc camerouniser les mentalités camerounaises, pour donc franciser les mentalités camerounaises, de telle en sorte que le Camerounais qui obtient son baccalauréat soit plus français que le Camerounais. Parce que quand vous avez votre baccalauréat au Cameroun, vous ne pensez qu'à une chose, vous ne pensez qu'à Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Jacques Rousseau et j'en passe. Donc ça fait que c'est la même chose qui a été faite du côté du Nozo. Les Camerounais ont essayé de rendre franco-camerounaises les institutions qui étaient dans la partie anglophone. Et c'est pour ça que c'est devenu très facile de dire Bamenda comme excuse, comme insulte à quelqu'un. Parce que quand on parle de Bamenda comme insulte, c'est pas parce qu'ils sont cons, non, c'est parce qu'on tente de leur faire comprendre que à l'époque du référendum qui avait eu lieu à Fumban, les personnes comme John Goufoncha avaient été manipulées. Ils avaient été manipulés parce qu'ils n'avaient pas compris l'agenda que les personnes avaient comprise, que les personnes comme Aïdjo et la GECAFRA et ce qu'on appelait à l'époque laissez-moi un peu réfléchir, pardon, le SDEC, ça s'appelle le SDEC, c'était une cellule africaine de l'Élysée qui avait pour but, c'était en fait un quelconque, un organe secret qui travaillait pour l'Élysée au Cameroun, en Afrique, et qui avait donc pour but de faire des tractations de façon à imposer au président, de mettre les présidents dos au mur, soit à travers le chantage, soit à travers la manipulation, pour les amener à défendre les intérêts français en Afrique. Donc dans ce système-là, dans cette nomenclature politique-là, on a donc amené John Goufoncha à défendre les intérêts français sans même s'en rendre compte. Il a été manipulé. C'est donc pour ça que le mot Bamenda est devenu dans le système politique camerounais une insulte vis-à-vis de ceux-là qui se défendaient être de Bamenda. Alors vous voyez donc que la récupération
populaire et citoyenne et sociétale de la chose donc, a commencé à faire que dans tous les coins de rue, on dit je ne suis pas Tombamenda, ça veut dire je ne suis pas celui-là qui défend tes intérêts sans toutefois comprendre la manipulation qui est derrière. Donc c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, quand vous revenez dans la position, dans la situation actuelle du Cameroun, vous comprenez que depuis 2016, donc, la population de l'Ambazonie, la population du Nozo, comme on l'appelle aujourd'hui, a été donc obligée de comprendre qu'ils étaient face à un dilemme. Face à un dilemme, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Cameroun est à la croisée de plusieurs chemins. Et je vous disais au départ de cette vidéo que le Cameroun a l'une des meilleures positions géographiques du monde parce qu'on est à la fois à la mer et on est à la fois ouvert à tout un continent. On est à la fois ouvert à tout un continent. Ça veut dire le Cameroun, le pays qui aura sa base militaire au Cameroun, une base militaire bien établie au Cameroun, va contrôler à la fois l'AOF et les pays qui parlent anglais en Afrique. Rappelez-vous, essayez un peu de vous rappeler combien de fois on vous a fait savoir qu'on a trouvé des armes dans l'ambassade française au Cameroun. Rappelez-vous bien, je vous rappelle qu'au moment où on a parlé en 2014, c'est en 2014 que la montée en force de ce qu'on appelait Boko Haram a commencé à se faire sentir au Cameroun en particulier. Et je vous rappelle que dans le même contexte politique, on vous rappelait aussi qu'il y a beaucoup d'armes qui avaient été interceptées au niveau des ports, au niveau des ambassades, telles que celui de la France. Donc l'ambassade du Cameroun, française au Cameroun est parfois le théâtre de beaucoup de choses qu'on ne comprend pas parce que ça représente en quelque sorte parfois un pôle armé de la France au Cameroun. Mais comme ça ne peut pas se faire sur le plan international légal, il va donc falloir masquer ça parfois avec des assistances militaires au Cameroun. Donc voilà, et maintenant il faut comprendre que la partie francophone du Cameroun qui est représentée par la France, les intérêts français, sont aussi représentatifs de ce qu'on appelle le système France-Afrique. Et le système France-Afrique dans la géopolitique internationale est un système qui est en train de mourir. Il se meurt d'une mort vraiment accélérée. Pourquoi? Parce que depuis que le voile sur ce qu'on appelait le réseau France-Afrique et le France-CFA est né, les gens ont commencé à comprendre à l'international qu'on ne pouvait plus cacher ça. Et parce qu'on ne peut plus cacher ça, c'est devenu un débat. Et quand ça devient un débat, vous comprenez qu'il y a la récupération politique. Et la récupération politique, c'est quoi? C'est qu'à chaque campagne électorale, que ce soit législative ou bien au niveau de l'Europe, les députés vont commencer à prendre ça pour faire le chantage à ceux qui sont investis. Regardez par exemple ce qui s'est passé en France avec Macron. Donc vous voyez que les partis populistes, par exemple les partis de droite, vont commencer à dire qu'on ne veut plus des Noirs ici et on ne veut plus des Noirs parce que les gens comme les Français sont en train d'utiliser cette politique du CFA pour spolier l'environnement aux Camerounais ou aux Africains de telle sorte qu'ils soient obligés de sortir. C'est pour ça que maintenant dans les discours allemands, italiens, espagnols, français, on ne veut plus combattre l'immigration clandestine, mais on veut combattre les causes de cette immigration. Et vous voyez que le discours a commencé à changer. Et parce que ça change, voilà donc la preuve que le système de la France-Afrique commence à mourir parce qu'il a été mis à nu. Et parce qu'il a été mis à nu maintenant, il faut comprendre que beaucoup de personnes veulent donc maintenant, puisque le système est en train de mourir, mettre leur système remplacé par leur système. D'où maintenant l'enjeu des États-Unis maintenant de faire une récupération du conflit franco-camerounais en Ambazonie. C'est pour ça que les États-Unis maintenant se positionnent donc pour donc donner à l'Ambazonie un bras et tendre la main à l'Ambazonie pour dire tenez notre bras, nous on vous soutient. Alors vous voyez que dans les débats politiques au niveau de l'ONU, il y a toujours les États-Unis qui viennent donner un appui, un soutien clair et fondamental à la partie anglophone du Cameroun. Parce que si la partie anglophone du Cameroun est prise, premièrement, l'Amérique aura la même mise déjà sur les ports, aura la même mise maintenant sur les échanges économiques. Et vous savez que le Cameroun étant le doyen de la CEMAC, est donc le leader en ce qui concerne les échanges dans la région, dans la sous-région. Et si le Cameroun, à travers la CEMAC, a le monopole de l'échange pour dans la sous-région, le Cameroun va maintenant devenir un pôle important de l'échange des matières premières, premièrement, et aussi de la consommation. Je vous rappelle que les sociétés modernes, entre guillemets, ici modernes entre guillemets, les sociétés modernes que nous avons aujourd'hui, qui sont majoritairement représentées par la production et la consommation, n'ont plus beaucoup de personnes qui vont consommer leurs produits. Ils n'ont plus beaucoup de personnes qui vont consommer leurs produits. Donc, il faut donc maintenant agrandir l'espace pour vendre
les appareils qu'ils construisent, pour vendre les produits qu'ils produisent. Et c'est pour ça qu'il est important donc, de trouver des débouchés pour les marchés que nous avons. Alors ce sera intéressant pour l'Amérique par exemple d'avoir un McDonald's à Yaoundé. Ce serait intéressant pour l'Amérique par exemple d'avoir un Burger King et j'en passe. Ce serait important pour l'Amérique d'avoir par exemple des industries au Cameroun qui vont permettre l'utilisation ou bien le montage des voitures et tout, j'en passe. Donc voilà dans le domaine dans lequel les gens ont envie donc que l'Amérique aide le Cameroun pour que la partie de Nozo se détache de la partie francophone. Et ça va être un coup dans la gueule de la France parce que la France, donc, ayant tout perdu, parce que le Cameroun est, avec la Côte d'Ivoire, les baromètres les baromètres de la vie, les baromètres vitaux de ce qu'on appelle le franc CFA. Et si le franc CFA meurt dans le Cameroun et la Côte d'Ivoire, vous aurez la mort totale du franc CFA. Alors, si la partie anglophone du Cameroun, s'il te plaît, Stevie, dis un mot sur la place du peuple dans tout ça. La place du peuple. On va en venir à la place du peuple. Donc, vous comprenez que si le Nozo aujourd'hui est repris et soutenu par les États-Unis, le Nozo va devenir un État et en tant qu'État, il n'y a pas encore une monnaie au Nozo. Puisque je vous rappelle que le franc CFA ne représente aucunement les valeurs du Nozo. Vous avez une monnaie où il y a des personnes qui n'ont pas l'histoire du Nozo. Vous avez une monnaie qui est imprimée en français. Vous avez une monnaie qui est imprimée en France. Donc le Nozo est totalement détaché de la monnaie camerounaise. Donc il va peut-être avoir une volonté de créer une monnaie qui sera propre au Nozo. Et imaginez-vous que le Nozo crée une monnaie. Si elle crée une monnaie parce qu'elle parle anglais et que le Nigeria parle anglais, il serait très possible que les monnaies entre le Nozo, le Nigeria, le Ghana commencent à devenir des monnaies qui vont être communes. Et si ces monnaies sont communes, il y aura donc l'isolation déjà des pays qui parlent français et qui utilisent encore le franc CFA. Ça va donc être la mort progressive donc, de la France-Afrique. C'est pour ça que la France a tout intérêt à ne jamais accepter que le Nozo s'indépendantise. Et ils savent que si le Nozo s'indépendantise, ils vont donc donner la possibilité qu'il y ait un autre système politique au Cameroun. Et s'il y a fédéralisme au Cameroun, la France va toujours mourir. Pourquoi? Parce que le fédéralisme va voir naître des partis politiques qui ne veulent rien savoir avec le système franco-afrique. Vous aurez des régions camerounaises, par exemple, ou bien des États fédéraux camerounais, dépendamment du système qui va être pris, qui vont dire nous votons ici le MRC. Vous avez le MRC qui va être leader ou bien gouverneur dans des régions qui vont avoir des politiques liées directement avec la sous-région. Vous aurez par exemple des accords entre des villes, comme par exemple, vous avez dit peut-être Bafoussam va faire un accord de partenariat avec peut-être la ville de Kaduna au Nigeria. Il y aura des accords diplomatiques entre les deux qui ne vont nécessairement passer par le système France-Afrique. Vous aurez Bolloré qui sera totalement mis en laisse. Et là, ce sera des accords gagnants parce que ce sera entre Africains. Et la France sait que le fédéralisme, ce sera la mort du paternalisme français au Cameroun. Donc, voilà un truc simple. Alors, la place du peuple pour en revenir. La place du peuple dans ce contexte d'abord, c'est de comprendre que la révolution passe déjà par un éveil de conscience. La révolution passe déjà par une certaine maturité. La révolution passe par la capacité d'interroger sa position. Et je profite encore ici pour faire un petit retour dans l'histoire. La révolution passe par la capacité de se critiquer soi-même. C'est pour ça que j'inscris la sortie que j'avais faite dimanche dernier dans le cadre de la capacité de remettre les choses en cause, de se remettre soi-même en cause. Donc, vous voyez que si on a un gouvernement, si on a des populations qui sont capables d'interroger ce qu'ils font, vous aurez des enfants qui vont commencer à interroger ce qu'ils font, interroger ce que leurs proches font. Vous aurez des députés, des citoyens qui vont interroger ce qu'ils font et ce que leurs proches font. Et quand vous avez une société qui va commencer à s'interroger, ils vont donc interroger communément ce que les députés qu'ils votent font. Vous aurez donc des députés qui ne vont plus venir donner des sacs de riz aux gens et être élus. Vous aurez des députés qui ne vont plus venir donner des sardines aux gens et être élus. Vous aurez des députés qui ne vont plus venir charabiater devant les gens et être élus. Vous aurez des personnes qui vont être jugées sur les actions qu'ils posent. Et une fois que vous aurez une capacité de gestion et de remise en cause de ce genre de choses, vous aurez des personnes politiques au Cameroun qui ne vont plus être des politiciens de pacotille, des politiciens, vous avez déjà appris ce mot, bracata, vous aurez des politiciens dans l'âme. Ils vont devenir politiciens parce que leur mandat va être conditionné par la réalisation de ce pourquoi ils ont été votés par le peuple. Et c'est ça l'éveil politique dont nous avons besoin au Cameroun. Et une fois que cela sera fait,
vous aurez maintenant des politiciens, eux aussi à leur niveau, qui vont commencer à revendiquer que le Sénat commence à représenter aussi les idéologies pour lesquelles il a été créé. Et les députés vont mettre la pression sur la Chambre haute. La Chambre haute en retour va mettre la pression sur le gouvernement, sur l'exécutif. L'exécutif lui aussi va mettre la pression sur le judiciaire pour que le judiciaire réprime ceux-là qui ne respectent pas les lois. Vous voyez donc que c'est ce cercle-là qui va créer ce qu'on appelle les institutions fortes. Et une fois qu'on aura des institutions fortes, les hommes forts vont commencer à naître. Parce que les hommes forts vont être ceux-là qui vont tout le temps rappeler aux institutions, prenez votre travail en main. C'est pour ça qu'il y avait une dichotomie entre le discours de Barack Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts mais des institutions fortes. Et ceux-là qui disaient que les hommes forts, qui disaient que Barack Obama disait, excusez-moi c'est un peu compliqué, Barack Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin des institutions fortes, des hommes forts, mais des institutions fortes, mais que l'Afrique avait plutôt besoin, il y a des gens qui ont dit que l'Afrique avait plutôt, que sans hommes forts, il n'y a pas d'institutions fortes. C'est vrai que c'est une dichotomie, mais c'est vrai que l'un entraîne l'autre et vice-versa, mais on a premièrement besoin en Afrique d'institutions fortes. Et par institutions fortes, il faut que la justice soit forte, il faut que le Sénat soit fort, il faut que l'exécutif soit fort. Mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine ascendance politique entre ces échelles, entre ces institutions, mais il faut qu'il y ait une horizontalisation des forces. Donc il n'y a que par cette horizontalisation des forces, excusez-moi le néologisme, qu'on aura des institutions fortes au Cameroun. Mais qui dit institutions fortes dit aussi que des institutions, que des personnes qui travaillent au sein de ces institutions sont tellement fortes que les institutions elles aussi deviennent fortes. Donc j'espère que vous comprenez donc qu'il y a une échelle de valeur qui va progressivement. Donc si tu te lèves le matin, tu balaies ta cour, ton voisin se lève, il balaie sa cour, vous aurez un quartier propre. Si votre quartier est propre, les messieurs qui passent avec leur voiture ou bien qui passent à pied devant votre quartier vont se rendre compte que ce quartier est un quartier propre. Ils vont donc éviter de jeter sa tête dans ce quartier. Ils vont renseigner d'autres personnes que leur quartier est propre. Ils vont commencer aussi à nettoyer leur cour. Les voisins vont faire ainsi de suite. Vous aurez une ville propre. Si vous avez une ville propre, vous aurez des députés qui vont prendre la propriété de votre ville pour la retransmettre à d'autres villes. Vous aurez d'autres villes qui vont devenir propres. Vous aurez un département qui va être propre. Vous aurez un espace, vous aurez par exemple une ville, vous aurez un État qui va être propre, vous aurez un État fédéral qui va être propre, vous aurez un pays qui va être propre. Si vous avez des personnes qui donnent de la valeur aux mœurs dans leur familles vont se comporter d'une façon respectable et respectueuse à l'extérieur, et les personnes de l'extérieur vont prendre ça comme étant une plus-value, et ils vont adopter aussi ces mentalités-là et leur apporter à leur famille, à eux, qui elle aussi va les apporter à d'autres personnes. À la fin, quand ils vont devoir voter, ils auront tous les mêmes valeurs. Ils vont donc voter des députés qui eux aussi vont défendre ces valeurs, et vous aurez un parlement qui va avoir qui sera un parlement qui aura des valeurs à défendre. Et si un parlement a des valeurs à défendre, il ne va pas accepter n'importe quelle loi, il ne va pas proposer n'importe quelle loi. Le Sénat lui aussi ne va pas demander au gouvernement d'accepter n'importe quoi qui ne respecte pas les mœurs. Vous aurez donc une échelle, une horizontalisation encore des forces qui va être basée sur les valeurs. Et voilà, il y aura donc une force de cohésion. Force de cohésion, c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est les policiers municipaux, les agents municipaux et tout ça. Toutes ces personnes-là qui sont censées exprimer ou bien exercer une quelconque répression vont commencer à réprimer en fonction des mœurs qui ont été données par l'instance supérieure. Et vous voyez donc que partant de là, il y aura des mœurs dans un pays. Donc c'est en fait un circuit fermé qui part de la population. Donc, si vous avez des populations bien éduquées, il y aura après des populations bien éduquées qui vont éduquer d'autres populations. Ces populations vont éduquer des députés, vont sanctionner des députés en ne pas les votant. Ces députés, eux, étant votés sur certaines bases, vont être obligés de défendre ces bases-là. Et voilà, vous aurez un État qui sera bien posé. Et voilà. Donc, sur ce, je vais dire merci. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent prendre la parole pour donner peut-être leurs apports par rapport à cela. Ou bien s'il y en a qui veulent faire des critiques ou bien, je ne sais pas, des améliorations. Je vais laisser 2 minutes donc, pour que certaines personnes prennent la parole. Après, on va couper parce que moi, je suis bientôt à la fin de cet entretien avec vous. J'ai encore 7 minutes normalement. Donc, voilà. Je peux prendre quelques personnes au cas.